À 40 ans, vous faites face à un grand dilemme. D'un côté, la peur de perdre ce que vous avez mis des années à construire. De l'autre, cette évidence qui revient sans cesse, tout cet argent qui ne travaille pas. Et avec elle viennent les vraies questions. Est-ce que j'ai raté le train? Avec mon crédit, mes enfants, est-ce qu'il est déjà trop tard pour investir et bâtir un patrimoine? Est-ce que mes proches sont vraiment protégés? Et ma retraite, je sais que je dois absolument me la préparer moi-même, mais comment faire concrètement? Et chaque année où vous retardez la réponse à ces questions, un écart se creuse entre ce que vous pourriez avoir et ce que vous avez vraiment. À 40 ans, vous détenez pourtant souvent ce que les jeunes investisseurs cherchent désespérément, du capital et de la stabilité. Le vrai risque n'est pas d'avoir raté le train. Le vrai risque, c'est de rester encore sur le quai et de voir votre argent perdre sa valeur. Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez enfin des réponses claires, un plan structuré, une méthode. Et vous aurez même un portefeuille concret prêt à être appliqué. Bonjour, je suis Mathieu Louvet, conseiller en gestion de patrimoine, fondateur de S'investir. Et sur cette chaîne, on publie 2 vidéos par semaine qui vous donnent les clés pour investir intelligemment et reprendre votre argent en main. Mais S'investir, c'est aussi le programme LBD pour vous former et accéder au meilleur pour votre épargne en toute autonomie, ainsi que le cabinet S'investir Conseil, qui réinvente l'expérience de la banque privée à partir de 100 000 € à investir avec une équipe dédiée au pilotage de votre patrimoine. Si LBD ou S'investir Conseil vous intéresse, vous trouverez les liens en description. Et chaque jour, des milliers de personnes suivent nos vidéos et pourtant, seulement 1 personne sur 3 est abonnée. Alors, pour nous soutenir et surtout pour ne rien rater pour votre argent, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Si aujourd'hui vous avez 40 ans et que vous souhaitez prendre votre retraite à l'âge légal de départ, à 64 ans, il vous reste encore 24 ans à travailler. C'est énorme. Et en 24 ans, imaginons 50 000 € d'épargne de côté, si vous laissez cet argent ne pas travailler à 2% d'inflation par an, eh bien que va-t-il se passer pour votre pouvoir d'achat? Il ne vous restera que 31 086 €. 19 000 € de perte progressive de pouvoir d'achat, invisible sur votre compte, mais très visible quand il faut payer puisque les prix auront largement augmenté en 24 ans. À la place, imaginez faire travailler ces 50 000 € en investissant à 7% net par an pendant 24 ans. Résultat, 253 618 €. C'est une différence colossale, donc de 222 532 € entre les 2 scénarios. C'est un deuxième patrimoine. Donc ne pas agir pour votre avenir est très risqué. C'est être garanti de perdre. C'est être sûr que votre argent fonde lentement, silencieusement, année après année, et vous l'avez bien senti d'ailleurs. Souvent, vous avez peut-être déjà tenté des choses. Acheter des actions en bourse qui ont fini par s'écrouler, tester le trading, mais y perdre votre argent et votre temps, suivi peut-être le conseil de votre banquier en ouvrant une assurance vie, des parts sociales, un PEL, un CSL, mais tout ça n'a rien rapporté depuis 10 ans. Vous avez peut-être fait de l'immobilier clé en main, comme du Pinel, mais vous êtes maintenant bloqué avec un bien peu rentable, lourd à gérer et difficile à revendre sans y lisser des plumes. Face à ça, vous êtes maintenant partagé entre d'un côté la peur de continuer à perdre en silence, de refaire les mêmes erreurs, la peur de voir encore l'inflation grignoter année après année ce que vous avez déjà construit. Et cette peur-là, elle freine et c'est normal, c'est humain. De l'autre côté, vous avez par contre la volonté de faire enfin les choses correctement, de reprendre le contrôle, de faire travailler votre capital intelligemment, de préparer votre retraite de façon concrète. Et face à ça, eh bien, il y a une réalité. Piloter tout ça seul, sans méthode claire, ça reste extrêmement complexe. Donc sachez que, eh bien, vous n'avez pas raté le train, vous êtes au bon endroit, vous n'avez pas juste les bonnes clés, pas encore. Et il est temps, encore, d'investir à 40 ans et je vais vous montrer la marche à suivre. À 40 ans, le problème, ce n'est pas le manque d'argent en général, le problème, c'est que votre argent est mal organisé. Personne ne vous a appris et pour la majorité d'entre vous, votre argent est investi comme si vous aviez déjà peut-être 80 ans. Trop prudent, inadapté, peu performant. Et sur la durée, c'est forcément un énorme manque à gagner. Mais avant de parler performance, il faut parler structure de patrimoine. Parce qu'à 40 ans, vous pouvez déjà avoir un patrimoine complexe. Un crédit, des enfants, un conjoint, peut-être une famille recomposée, un héritage peut-être récent, des comptes un peu partout, etc. Et cette complexité, si elle est mal gérée, elle crée des pièges qui peuvent être parfois catastrophiques. Donc voici 4 situations que nous voyons le plus souvent au sein de mon cabinet en gestion de patrimoine S'investir Conseil. C'est des situations emblématiques
où les personnes croient que leur volonté sera protégée, mais où tout peut en fait s'effondrer. Alors c'est des exemples, il y a d'autres cas évidemment. Premier cas, vous êtes marié avec des enfants. Tout va bien? Presque. Pour la transmission de votre assurance vie, ce qu'on appelle la clause bénéficiaire, vous avez coché sans trop savoir « mon conjoint ». À votre décès, eh bien, sachez que 100% du capital lui revient et que vos enfants ne touchent rien. Votre conjoint ou conjointe, évidemment, est alors libre de dépenser, de réinvestir ou même de transmettre cet argent à d'autres personnes. Alors, comment garantir que le capital revienne bien à vos enfants si tel est votre souhait? Eh bien, la solution, c'est une clause bénéficiaire sur mesure. Par exemple, on pourrait faire ce que l'on appelle un démembrement des capitaux. Votre conjoint reçoit alors 100% de l'argent, peut librement les utiliser, mais il a une dette de restitution envers vos enfants. Le capital est ainsi réservé et garanti pour eux. Tout le monde est protégé et votre volonté est vraiment respectée. Deuxième cas, eh bien, imaginons que vous soyez marié sous le régime par défaut, vous n'avez pas fait de contrat de mariage, et pour mieux vous expliquer, je vais vous raconter en fait ce qui est arrivé à l'une de nos clientes avant qu'elle vienne nous voir. Appelons-la Hélène. Hélène, elle a reçu un héritage de 700 000 € d'argent de sa maman. C'est un bien propre d'Hélène, donc ça lui appartient, il ne fait pas partie de la communauté. Mais peu à peu, eh bien, la frontière s'est brouillée. L'argent a transité par le compte commun, il a servi à financer des travaux, il sert à acheter un terrain, puis à construire une maison au nom des deux. Sauf que 5 ans plus tard, eh bien, Hélène divorce. Les fonds sont mélangés, les preuves sont floues, le bien est au nom des deux personnes. Résultat, l'héritage de sa maman est peu à peu tombé dans la communauté. Catastrophe pour Hélène, son ex-mari se retrouve avec la moitié de la valeur de l'héritage de sa maman, une valeur de 350 000 €. La solution qui aurait permis d'éviter ça, eh bien, c'est anticiper et on aurait pu faire une clause de remploi par exemple. Elle trace l'origine des fonds, elle évite toute ambiguïté. L'investissement reste sa propriété personnelle, protégée en cas de séparation, en cas de divorce. Elle aurait pu conserver ainsi l'intégralité de l'héritage reçu de la part de sa maman. Et tout ça aurait dû être anticipé en amont. Donc ici, mon but est de vous donner des exemples, des cas concrets, mais sachez qu'en réalité, il y en a plein de ce genre. Le maître mot, c'est anticiper et se faire accompagner si besoin. Troisième cas, de plus en plus fréquent, la famille recomposée. Chacun avec des enfants d'une première union, sans disposition spécifique. À votre décès, sachez que votre conjoint hérite d'une partie, mais vos enfants d'une première union héritent aussi immédiatement. Imaginons qu'il y ait un bien immobilier, la maison familiale, eh bien, votre conjoint doit alors partager la maison, les décisions, les charges avec vos enfants. Les relations peuvent devenir ingérables. Eh bien, la solution, ça peut être une donation au dernier vivant. Votre conjoint a alors la pleine jouissance de la maison jusqu'à son décès, puis elle revient dans son intégralité à vos enfants, plutôt que ce soit directement partagé et que là, ça soit très complexe si vos enfants ne s'entendent pas avec leur belle-mère finalement après votre décès. Voilà, et toutes ces situations, vraiment, ça peut faire exploser des familles. Et donc tout ça, ça doit être anticipé pour vraiment la paix des ménages, la paix des familles. Ça, c'est super important. Quatrième situation, imaginons que vous ne soyez pas marié, que vous soyez en union libre, en concubinage. Vous n'avez pas d'enfant. Vous avez acheté une maison à deux. Eh bien, sachez qu'à votre décès, la loi est implacable. Votre partenaire n'hérite de rien. Votre part de la maison, donc 50% imaginons de la maison, revient à vos héritiers légaux. Donc par exemple, ça peut être vos parents. Et c'est alors que votre compagnon ou votre compagne se retrouve copropriétaire avec ses beaux-parents. Donc imaginez-vous copropriétaire de votre maison avec vos beaux-parents. Donc des co-indivisaires qui n'ont pas du tout le même projet de vie. Les beaux-parents pourront exiger une indemnité d'occupation à votre partenaire et même pourront demander la vente du bien pour récupérer leur argent. Voilà, la situation peut devenir ingérable. C'est la porte ouverte à un conflit familial et financier insupportable pour les personnes qui vivent cela. Donc une des solutions ici peut être de faire un Pacs avec un testament et dans ce cas-là, on pourrait avoir donc votre conjoint ou votre conjointe qui hériterait sans aucun frottement fiscal d'ailleurs de votre part de la maison. Donc ici la liste n'est pas exhaustive, je vais vous faire prendre conscience de ce qui peut se passer. Donc vraiment la fondation de votre patrimoine, c'est le socle non négociable. Celle sans laquelle tous vos efforts d'investissement peuvent être réduits à néant en un instant. Dans tous les cas, rien n'est figé, tout peut être corrigé, adapté, optimisé. Donc faites-vous accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine, par un notaire, c'est très important. Une fois ce socle verrouillé, sécurisé, vous pouvez maintenant vous concentrer sur la seconde mission,
faire travailler votre épargne, votre capital avec sérénité. Donc pour ça, il faut souvent commencer par un grand nettoyage. À 40 ans, vous avez sûrement déjà un patrimoine, mais est-ce qu'il est vraiment optimisé? Il est temps d'auditer chaque euro de votre patrimoine. En tête de liste, il y a 2 placements que presque tout le monde a, sur lesquels il faut être extrêmement vigilant. Le premier, c'est un grand classique. C'est un placement qu'on vous a sans doute vendu comme une évidence il y a des années pour vous préparer un achat immobilier. Et depuis, il dort, il vous rapporte presque rien, avec pourtant des milliers d'euros à l'intérieur. Si vous en avez un, vous le connaissez bien, c'est le PEL, le plan épargne logement. Alors que faut-il faire? Le garder ou le fermer? Sachez d'abord que les intérêts de votre PEL sont pour la plupart fiscalisés à 30%. Il y a quelques exceptions en fonction de quand vous avez ouvert votre PEL et de son âge. Mais pour vous prendre un exemple concret, imaginez que vous ayez ouvert un PEL en 2020. Il a un taux d'intérêt de 2,2% par an. Une fois fiscalisé, le rendement tombe à 1,54% par an, souvent sous la barre de l'inflation. Donc en fait, il vous appauvrit. Mon conseil, il est simple, c'est celui que je donne à mes clients. Regardez le taux déjà. S'il est en dessous de 3% net de fiscalité, vous avez de bien meilleures options et vous pouvez donc le clôturer, récupérer ce capital, réinvestir ailleurs, tout simplement parce que vous perdez de l'argent avec ce PEL. Il y a un gros manque à gagner à ne pas placer cet argent ailleurs. Surtout que votre PEL ne vous assurera pas du tout un taux immobilier avantageux. Il est souvent aligné sur les taux de marché. Il ne permet d'emprunter en plus au maximum que 92 000 euros et sur 15 ans au maximum. Donc, ne gardez pas un PEL sous-performant pendant 10 ans, pendant 15 ans, surtout si vous n'avez aucun projet immobilier ou surtout si le taux de votre PEL va être très médiocre pour un crédit immo. Voilà, donc souvent, c'est un très mauvais calcul de garder ce PEL. Le second placement que tout le monde a et que personne ne regarde vraiment, si vous l'avez deviné, eh bien, c'est l'assurance vie, évidemment. Et là, un grand nettoyage n'est vraiment plus une option. Il devient stratégique. Cette assurance vie, eh bien, votre banquier vous l'a ouverte il y a 10 ans, parfois avec votre crédit immobilier. Et cette assurance vie, elle dort avec 20 000, 50 000, parfois plus de 100 000 euros. Elle stagne, elle ne vous a rien rapporté en 10 ans. Vous l'avez quand même gardée parce que vous ne savez pas quoi en faire ou parce que votre banquier vous l'a proposé et votre banquier, il est plutôt sympa. Eh bien, sachez qu'à 40 ans, il est grand temps de se poser la seule question qui vaille, cette assurance vie. Est-ce qu'elle travaille pour vous ou est-ce qu'elle travaille pour votre banque? Une vieille assurance vie, en agence bancaire, c'est souvent le trio perdant. Premièrement, les frais. Il y en aura toujours, c'est normal, ils rémunèrent la gestion, le conseil, mais en banque, ce sont très souvent des frais injustifiés et qui posent vraiment problème. Quand on vous prend 2 à 3% de frais par an, de pilotage, d'arbitrage, de versement, de dossiers, etc. Tout cumulé, c'est colossal. À titre de comparaison, chez S'Investir Conseil, cela se limite à 0,5% par an pour un pilotage complet, un suivi personnalisé et sur la durée avec un conseiller expert en gestion de patrimoine attitré. Et cette différence grignote votre capital chaque année, silencieusement. Le deuxième gros problème de votre assurance vie, ce sont les supports. Savez-vous quel est le fonds le plus souscrit en assurance vie en France? Alors, il n'y a pas vraiment de liste officielle tenue. Donc, on a demandé à ChatGPT et voici sa réponse. C'est le SG Valor Alpha Action France. Et si vous aviez investi 100 000 euros sur ce fonds il y a 20 ans, vous avez manqué plus de 80 000 euros de gains. Pourquoi? Parce qu'il sous-performe face à un outil bien plus simple et efficace, un ETF. Si vous ne connaissez pas les ETF, on a créé une formation offerte chez S'Investir qui détaille tout ça. C'est le premier lien en description. Donc, ce que vous devez comprendre dans votre assurance vie en banque, c'est que votre banquier ne pourra vous y mettre que des fonds maison, que des fonds de la banque. Et ce sont très généralement des fonds médiocres comme celui qu'on vient de voir. Des fonds qui vont vous freiner, qui vont freiner vos gains et qui expliquent aussi pourquoi, après 10 ans, vous n'avez presque rien gagné alors même que la bourse et les marchés financiers sur les 10 dernières années ont explosé. C'est ce qu'on appelle en banque une architecture fermée. Vous êtes fermé dans les seuls produits que propose la banque
plutôt que d'avoir accès à l'ensemble des produits du marché. Car si votre banquier vous donnait accès à l'ensemble des produits du marché, vous aurez alors les meilleurs fonds, les meilleurs placements dans votre assurance vie. Et là, vous aurez senti une grande différence au niveau de la performance. Et je parle des fonds de placement, donc les unités de compte sur l'assurance vie, mais c'est exactement pareil pour le fonds euro. La plupart des fonds euros dans les contrats traditionnels vous rapportent 1, 1,5, 2% par an net. Les meilleurs fonds euros bien choisis peuvent rapporter 2 fois plus de performance pour le même niveau de sécurité et de garantie. Et enfin, parlons maintenant du troisième point dans ce trio perdant de l'assurance vie traditionnelle. C'est un petit peu la conséquence, c'est la sous-performance chronique. En fait, sur 20 ans, cet écart ne se chiffre pas en milliers, mais très souvent en dizaines et parfois en centaines de milliers d'euros de manque à gagner. On ne parle plus de quelques pourcentages ou de quelques centaines d'euros. On parle de l'écart entre un patrimoine qui dort, qui enrichit plutôt la banque, et un patrimoine qui travaille. Donc une assurance vie mal configurée, c'est comme un moteur encrassé. Oui, la voiture, elle peut un petit peu avancer, mais très péniblement, elle consomme une énergie folle pour un résultat dérisoire. Donc il faut nettoyer, reconfigurer ce moteur pour retrouver de la puissance, aller plus vite, aller plus loin, avec moins d'efforts. Et l'option la plus radicale, c'est souvent la plus lucide. Faire un rachat total et transférer votre capital vers des enveloppes et des actifs beaucoup plus optimisés, beaucoup plus performants. Donc ça veut dire repartir à zéro avec les bonnes règles du jeu. Alors je sais que repartir de zéro, ça peut faire peur. Et c'est normal. Déjà, il faut vraiment se former, s'éduquer financièrement pour comprendre tous ces mécanismes, pour comprendre que mon assurance vie, en fait, c'est vraiment pas la meilleure et que je laisse de l'argent sur la table chaque année et je perds beaucoup d'argent en la conservant. Deuxièmement, ça peut être assez délicat de fermer cette assurance vie parce qu'on a peut-être sympathisé avec son banquier, mais voilà, c'est les règles du jeu, c'est votre argent qui part en fumée, c'est pas l'argent de votre banquier. Donc, ne sacrifiez pas votre patrimoine par gentillesse. Voilà, vous ne vous faites pas avoir sur ça non plus. Et enfin, repartir à zéro, ça peut faire peur parce que ça ressemble à un aveu d'échec finalement, une perte. On a tous connu un petit peu ce sentiment. Garder un placement, par exemple, qui a fait moins 20, moins 30, moins 50%, parce que peut-être que ça va remonter un jour. Ça, c'est un biais classique, c'est un biais cognitif chez les investisseurs qui s'appelle le biais de disposition. La tendance à vouloir garder, c'est perdant, et à vendre trop vite, c'est gagnant. Parce que vendre, c'est finalement acter la perte. Alors c'est un sentiment normal, mais c'est un piège. À 40 ans, il est temps de vous séparer vraiment de tous ces placements non productifs. C'est un peu la même chose que lorsque vous avez des actions qui ont beaucoup chuté. C'était le cas d'un membre LBD récemment. Il avait des actions Nokia qui avaient fait moins 50%. Je lui ai posé 2 questions. Demain, si tu vends ces actions Nokia, est-ce que tu les rachèterais immédiatement? Sa réponse, non. Et si tu avais de l'argent disponible aujourd'hui, est-ce que tu achèterais des actions Nokia? Sa réponse, absolument pas. Et la conclusion a été une forme de révélation pour lui. En fait, il avait de l'argent disponible. Parce que cet argent, c'était la valeur actuelle de ses actions Nokia. Il pouvait très bien les vendre instantanément en bourse, et si vous voulez, il pouvait les racheter de suite. Voilà, il conservait exactement la même position. Mais s'il s'imaginait de les vendre, jamais il ne les rachèterait. Et donc, il a compris qu'en refusant de les vendre pour le moment, il choisissait activement de continuer de les posséder. Et donc, il a compris que vendre, c'est pas acter une perte, c'est libérer du capital pour lui donner une nouvelle chance. Et vous verrez qu'une fois ce nettoyage de printemps terminé, eh bien là, vous avez fait le plus dur. Vous êtes allégé, vous allez pouvoir repartir sur des bases solides. Vous êtes enfin prêt à voir maintenant, en détail, le portefeuille à 40 ans. Alors, sur quoi investir quand on a 40 ans? Prenons un cas concret d'un couple marié de 40 ans avec 2 enfants. Appelons-les Aurélie et Julien. Aurélie et Julien, ils sont propriétaires de leur résidence principale achetée à crédit à 350 000 euros. Ils sont débutants en investissement. Pas de connaissances techniques, donc je ne vais pas rentrer dans des détails trop avancés. Ils n'ont jamais pris de risque, mais ils ont envie maintenant de bien faire. Et ils ont compris surtout que le gros risque, c'était de ne rien faire. Donc ils ont une capacité d'épargne de 1 000 euros par mois, ils ont 50 000 euros de côté, c'est une excellente base, mais aujourd'hui, cette somme, elle dort. Elle n'est ni structurée, ni optimisée. Alors cette situation, évidemment, c'est un exemple
pédagogique. Vous, dans votre situation, vous pouvez ne pas avoir du tout le même profil de risque, les mêmes montants, les mêmes objectifs, etc. Et vraiment, il faut investir en fonction de votre profil, de votre tolérance au risque. Faites-vous accompagner si besoin pour ça. Alors, voici comment Aurélie et Julien pourraient réorganiser leurs 50 000 euros et leurs 1 000 euros par mois. Étape 1, ils ont laissé 10 000 euros sur un livret A et ont mis 10 000 euros sur un très bon fonds euro. C'est leur épargne de sécurité. Et le fonds euro, ça permet un placement sécurisé pour protéger votre capital. Et un très bon fonds euro vous rapportera 2 à 3 fois plus que le livret A. Aurélie et Julien, d'ailleurs, à chaque fois qu'ils vont venir dans ces deux poches, ils vont les réalimenter. Donc, on va dire que sur leurs 1 000 euros, ils vont placer 300 euros par mois. Dès qu'ils utilisent un petit peu, c'est la règle de base. On réalimente le pot au fur et à mesure qu'on le vide. Étape 2, les 30 000 euros restants. Donc, ils vont être entièrement dédiés à leur projet d'investissement, plutôt long terme, notamment pour la retraite, qui est a priori dans 24 ans. Bon, il y aura une incertitude évidemment sur l'âge légal dans 24 ans. Donc, avec 24 ans devant eux, c'est suffisamment long pour prendre des risques et donc pour aller chercher de la performance. Donc, des placements qui peuvent fluctuer à court terme, mais qui ont des perspectives de performance bien plus élevées sur le long terme. Donc, pour ces 30 000 euros, le portefeuille construit va être robuste, va être diversifié. Et pour le retenir, je l'ai appelé le portefeuille CRD. C'est pas un nom officiel du tout, c'est juste un moyen mémotechnique pour cette vidéo, pour ancrer la structure dans votre esprit. Donc le premier pilier, le pilier C, c'est les actifs de croissance. Grâce à notamment un outil qui a révolutionné la finance, les ETF. Donc l'idée à 40 ans n'est plus de tester la bourse, c'est de miser sur cette stratégie fiable, diversifiée, performante. C'est exactement ce que permettent les ETF. Donc concrètement, quels ETF on pourrait acheter à 40 ans? Bien, pour Aurélie et Julien qui débutent, ils peuvent opter pour 3 fonds, 3 ETF. Donc d'abord, un ETF monde, c'est vraiment le cœur de portefeuille, c'est la base. Avec cet ETF, ils vont s'exposer à l'économie mondiale en un clic. Plus de 1300 entreprises à travers 23 pays développés, des géants comme Nvidia, Microsoft, Amazon, aux grandes marques européennes, et donc plusieurs pays, plusieurs secteurs. Donc si un pays ou un secteur ralentit, les autres prennent le relais. Mais cet ETF est quand même assez surpondéré aux États-Unis. Alors pour rééquilibrer et capter la croissance vraiment mondiale et des économies comme la Chine, l'Inde, le Brésil, la Corée du Sud, etc., ils vont ajouter un ETF marché émergent. Donc là aussi, une vingtaine de pays émergents à forte croissance économique. Ils investissent dans des entreprises internationales comme Samsung, Xiaomi, TSMC. Et enfin, pour aller chercher des futurs grands acteurs, notamment en Europe, le troisième va être un fonds small cap. Donc c'est des petites entreprises plus modestes, plus agiles, avec un fort potentiel de croissance. Et donc en ajoutant ce fonds à leur portefeuille, Aurélie et Julien misent pas que sur les géants, ils diversifient aussi sur les small, donc les petites capitalisations. Évidemment, pour un profil avancé, on pourrait aller plus loin dans la stratégie, on pourrait ajouter du smart beta, on pourrait ajouter des ETF à effet de levier, on pourrait faire beaucoup de choses, mais ici, on va rester simple. Alors peut-être qu'à ce stade, vous vous demandez pourquoi investir via des ETF, pourquoi ne pas acheter des actions individuelles en essayant d'acheter la future pépite, la prochaine Nvidia, le futur Amazon. Alors, très bonne question. Sachez en fait qu'en pratique, et sur la durée, c'est impossible pour un simple particulier de réussir à dénicher la pépite en bourse. Une étude de Spiva montre même que c'est impossible pour les professionnels. Sur 10 ans, plus de 98% des gérants professionnels font moins bien qu'un simple ETF. En choisissant les ETF, vous vous placez donc parmi les 2% des meilleurs investisseurs sur la durée, sans effort. Concrètement, Aurélie et Julien vont investir un peu plus de 20 000 euros sur ce pilier croissance, avec par exemple une répartition au niveau de la bourse de 75% en ETF monde, 15% en marché émergent et 10% en small cap. Et avec leurs 1 000 euros par mois, Aurélie et Julien pourront même investir donc 50% de cette somme, soit 500 euros par mois en bourse, toujours avec la même allocation. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi mettre une part si importante en bourse. Eh bien, Aurélie et Julien ont compris que bien que la bourse soit volatile à court terme, la bourse est parmi les placements qui récompensent le plus sur le long terme. La preuve, sur les 60 dernières années, le rendement annuel moyen des actions américaines a été de 10% brut d'inflation, doublant en moyenne votre capital tous les 7 ans. Et si on prend net d'inflation,
La bourse a rapporté 7,12% depuis plus de 200 ans. Aurélie et Julien ont plus de 20 ans devant eux donc pour profiter de la tendance haussière de la bourse. Leur horizon long terme leur permet de prendre des risques aujourd'hui, mais pour un potentiel de rendement bien supérieur. Donc la bourse, ça devient leur levier principal de croissance et c'est pas leur seul moteur parce que vous allez voir donc avec le deuxième pilier, les actifs de rendement. Son rôle, produire des revenus complémentaires. Et pour ça, il existe un outil assez formidable et assez méconnu ou souvent mal compris, c'est la pierre, mais pas la pierre dure comme les Français en ont l'habitude, non, c'est la pierre papier. Donc les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. C'est très simple, vous achetez des parts et la société achète et gère des immeubles pour vous. Des bureaux, des commerces, des logements, etc. La société va ensuite vous verser donc des loyers tous les mois ou tous les trimestres, ça dépend des SCPI, et vous n'aurez jamais à gérer les locataires. Donc fini les fuites d'eau, les appels du locataire à minuit, les impayés, les problèmes, le turnover, la paperasse. Et aujourd'hui, certaines SCPI bien choisies peuvent dégager plus de 7% de rendement net de frais par an. Alors, vous pouvez vous poser légitimement une question, mais moi, j'ai déjà un appartement locatif. Est-ce que je dois quand même acheter des SCPI? Est-ce que je dois le vendre? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, prenons le cas de Aurélie et Julien. Ils ont un bien locatif acheté il y a 10 ans. Ils pensent que c'est un actif solide. Mais est-ce que c'est vraiment un actif performant? Est-ce qu'ils méritent encore leur temps et leur énergie? Alors, on va faire le calcul. C'est un calcul simple. Vous pouvez le faire chez vous. On prend les loyers annuels, on les divise par la valeur actuelle du bien. Vous obtenez ainsi votre rendement brut. Donc, pour Aurélie et Julien, leur bien vaut 200 000 euros et les loyers bruts sont de 11 500 euros par an. Ça donne un rendement brut de 5,75%. Alors, premier signal d'alarme, si ce chiffre est en dessous de 5%, c'est que votre capital est déjà immobilisé dans un actif à très faible productivité. Parce que vous allez voir, le vrai calcul, c'est le net. Là, on enlève tout. Taxes, charges de copropriété, travaux, vacances locatives et surtout, fiscalité qui peut être très punitive. Le rendement net tombe à 2,3%. Ils gagnent en fait que 4 600 euros net par an avec leurs biens. Et là, deuxième signal d'alarme, quand le net est sous les 3%, leur capital est bloqué pour une rentabilité dérisoire. Et au-delà du faible rendement, comme on l'a dit, il y a le prix caché, les tracas, les impayés, les sollicitations des locataires, etc., la charge mentale. Et surtout, il y a aussi un manque de diversification, puisque vous avez, en général, en achetant un bien locatif, une part énorme de votre patrimoine dans un seul bien, une seule rue. Les SCPI, au contraire, permettent de diversifier très largement, souvent dans toute l'Europe, sur des centaines de biens immobiliers. Donc, à 40 ans, pour Aurélie et Julien, leur temps et leur sérénité ont une valeur importante. Et donc, gérer un bien sous-performant, eh bien, c'est un mauvais calcul. Alors, que font-ils? Eh bien, ils vont tout simplement arbitrer. Ils vont passer à l'immobilier papier. Ils vont vendre leurs biens à 200 000 euros et investir dans un très bon portefeuille de SCPI qui va viser 5% net par an. Ça va leur générer 10 000 euros net par an, plus du double par rapport à avant. Sans aucune charge mentale, ils gagnent à la fois du temps et de l'argent. Alors attention, évidemment, je simplifie un petit peu. Déjà, côté SCPI, il faut vraiment bien les choisir et il faut bien faire votre montage fiscal parce que ça peut être aussi très punitif. Et de l'autre, l'immobilier peut être très intéressant, l'immobilier physique, si vous faites bien les choses, bien optimisé fiscalement, etc. Mais, encore une fois, pour la plupart des gens qui ont investi en immobilier, quand on analyse leur bien immobilier, eh bien, il ferait bien mieux de vendre tout ça. C'est ce qui se passe pour beaucoup de nos clients chez S'Investir Conseil. C'est ce qui s'est passé aussi pour mes parents, moi, qui se sont retrouvés avec un squatter, ont eu des déboires vraiment dans l'immobilier et ont calculé leur rentabilité nette et se sont dit, en fait, on perd notre temps, on ferait bien mieux de profiter maintenant qu'on est en plus à la retraite avec des SCPI. Donc ça, c'est des exemples encore une fois. Mais chaque situation, chaque cas est à analyser spécifiquement et chaque cas est unique. Là, ici, j'essaye de vulgariser ce qui se passe très souvent dans beaucoup de cas. Et d'ailleurs, peut-être que vous vous dites, oui, mais avec l'immobilier physique, je peux emprunter à la banque et profiter de l'effet de levier. Sachez que vous pouvez aussi profiter de l'effet de levier avec les SCPI. Vous pouvez tout à fait investir à crédit dans un portefeuille de SCPI. Et maintenant, on arrive au troisième pilier du patrimoine,
les actifs de diversification. Celui qui sépare finalement un portefeuille standard d'une véritable architecture patrimoniale. Et ces actifs vont souvent être décorrélés avec vos autres placements. Ainsi, si un placement dans votre patrimoine s'écroule, eh bien, ces autres actifs peuvent rester stables ou même peuvent monter. Et donc, en intégrant tout ça dans votre patrimoine, vous allez lisser les chocs, vous allez protéger votre capital, vous allez diversifier, donc atténuer les risques. Alors, il y a plusieurs actifs de diversification qu'on peut rajouter dans un patrimoine et qui peuvent être très pertinents. Ici, je vais juste en parler de 3 pour pas rentrer dans toute la complexité possible. Le premier, c'est le private equity, donc en devenant actionnaire d'entreprises non cotées en bourse. C'est un univers qui était normalement réservé aux plus grandes fortunes et qui aujourd'hui est accessible à beaucoup de personnes parce qu'on peut investir avec quelques milliers d'euros sur cette classe d'actifs. Et historiquement, le private equity, alors évidemment les performances passées ne préjugent pas des performances futures, mais historiquement il a été parmi les classes d'actifs les plus rémunératrices avec sur 10 ans 12,4% de performance annuelle. Donc un potentiel finalement bien supérieur au marché action. Attention évidemment, le private equity a aussi son lot de risques, a aussi une liquidité très faible. Alors pour Aurélie et Julien, sur leurs 30 000 euros, ils y allouent 3 000 euros, donc 10% sur 3 très bons fonds de private equity dans une très bonne assurance vie. Alors c'est une part modeste, mais stratégique et plus leur surface financière augmentera, plus ils pourront investir en private equity. Le deuxième actif de diversification, c'est l'or, bien connu des investisseurs parce qu'en période de crise ou de forte inflation, il peut servir de valeur refuge et donc prendre de la valeur comme on l'a vu en 2024, en 2025 et même sur les dernières années finalement. Il permet d'amortir les chocs, donc quand les marchés peuvent s'effondrer, l'or peut briller. Mais attention, l'or ne génère aucun revenu, pas de dividendes, pas d'intérêt, c'est un actif inerte, donc la valeur fluctue selon plutôt la peur, la confiance des marchés, les achats des banques centrales et plusieurs autres facteurs, surtout des facteurs macroéconomiques. Et l'or reste toutefois aussi très volatile. Donc pour Aurélie et Julien, ils vont placer seulement 5% de leurs 30 000 euros, soit 1 500 euros sur de l'or. Troisième actif de diversification, finalement c'est aussi un actif de rendement, c'est la dette privée. C'est donc financer des entreprises françaises, des entreprises européennes, des PME qui ont besoin d'argent pour financer leurs projets. On dit qu'elles sont privées parce qu'elles ne sont pas cotées en bourse. Et aujourd'hui, on peut viser autour de 7% de rendement sur cette classe d'actifs qui comporte aussi évidemment des risques. 7% d'ailleurs, ce n'est pas garanti évidemment. Donc veuillez à bien choisir vos fonds de dette privée. Et pour Aurélie et Julien, concrètement, ils vont y allouer 1 500 euros, donc 5%. Et chaque mois, ils vont aussi investir 50 euros dessus. Donc Aurélie et Julien, ils se sont finalement constitués un portefeuille passif qui ne leur prend que très peu de temps. Ils investissent mois après mois dessus sans se laisser perturber par les fluctuations des marchés. Ils savent qu'ils ont un portefeuille diversifié, donc ils dorment très bien la nuit. Et en fait, il n'existe pas de meilleure stratégie à long terme. C'est en restant investis sur le long terme qu'ils vont profiter pleinement de la croissance de leur portefeuille. Donc, ils ont compris l'importance de faire ça le plus tôt possible. Donc, c'est ça vraiment la structure gagnante à 40 ans. Chaque euro a un rôle précis, chaque euro a été audité, chaque investissement, chaque placement, chaque enveloppe, chaque contrat est optimisé. Et chaque euro va servir pour un projet avec un horizon de placement et une stratégie vraiment dédiée. Alors bien sûr, on pourrait aller plus loin, on pourrait faire des stratégies plus avancées, mais ici, je voulais rester simple pour parler au maximum de personnes. Aurélie et Julien, ils ont donc un portefeuille, un patrimoine bien diversifié et le premier pilier leur permet donc d'avoir de la croissance, le deuxième, du rendement et le troisième, une diversification et permet aussi de saisir des opportunités. C'est vraiment ce qui permet de dormir sereinement tout en laissant son capital travailler pour sa retraite. Alors, avant de pouvoir faire des simulations et de voir ce que tout ça peut donner dans le temps, on a oublié quelque chose, c'est que Aurélie et Julien ont 2 enfants. Et donc, ils veulent aussi préparer l'avenir financier de leurs 2 enfants. Et là encore, il y a des pièges à éviter. Avec les meilleures intentions, on choisit souvent la solution facile, mais pourtant inefficace. Cette idée rassurante finalement de verser par exemple chaque mois de l'argent sur un compte ou sur un livret A de ses enfants. Et là, il y a 2 scénarios. Premier scénario, imaginons que vous placiez 50 euros par mois sur un livret A
depuis la naissance de votre enfant jusqu'à ses 18 ans. En prenant les taux d'intérêt du livret A mois par mois sur les 18 dernières années, eh bien on aurait obtenu 12 373 euros, dont 10 800 euros venant du capital versé. Donc en fait, 1 573 euros de gain. Alors c'est une belle somme, mais est-ce que c'est vraiment à la hauteur des opportunités qu'on pourrait obtenir? Parce que deuxième scénario, c'est la stratégie qui change tout. Les mêmes 50 euros par mois, au lieu de les mettre sur un livret A, on va investir intelligemment en bourse. Alors on va prendre, pour l'exemple, un ETF S&P 500 qui réplique les 500 plus grandes entreprises américaines. Résultat sur les 18 dernières années, 48 960 euros. Toujours avec 10 800 euros de capital versé. Et donc, ça fait 36 587 euros de différence. C'est une énorme différence. Une vraie différence finalement pour le départ dans la vie active de vos enfants. Donc, pour investir finalement pour vos enfants, l'outil idéal, c'est une assurance vie à son nom. Vous pourrez y loger des ETF, profiter d'une fiscalité avantageuse et les fonds restent disponibles. Et en plus, avec une assurance vie, vous pouvez ajouter ce qu'on appelle un pacte adjoint. Et donc décider par exemple que votre enfant ne pourra toucher au capital qu'à partir de ses 25 ans. Donc gardez en tête qu'il ne faut pas juste épargner de l'argent pour vos enfants, il faut vraiment leur construire un avenir. Et plus tôt vous commencerez pour eux, moins l'effort sera lourd. Et le plus beau cadeau aussi, c'est de l'associer à une éducation financière quand ils auront l'âge de comprendre et d'apprendre la valeur de l'argent, la valeur de la patience, des intérêts composés. Alors maintenant, vous vous demandez, eh bien, combien le portefeuille qu'on a créé pour Aurélie et Julien peut rapporter? À quoi peut ressembler l'avenir d'Aurélie et Julien? Quel est le chiffre final? Alors, voici leur situation de départ. Une épargne de précaution, donc 10 000 euros sur livret A, 10 000 euros sur un très bon fonds euro. Un patrimoine financier qui débute avec 30 000 euros répartis dans le portefeuille présenté. Ils ont une résidence principale achetée à 350 000 euros. Ils ont un bien locatif donc qu'ils ont vendu à 200 000 euros et qu'ils ont donc investi dans un portefeuille de SCPI. Alors, on a fait les calculs net d'inflation pour Aurélie et Julien dans ce portefeuille diversifié. Et je ne vais pas vous montrer juste un scénario, mais plutôt 3 scénarios parce que forcément, eh bien, l'avenir des marchés financiers sont imprévisibles. Scénario 1, c'est le scénario pessimiste. Les marchés rapportent moins que ce qu'ils ont rapporté par le passé. Donc les rendements sont plus limités. Et dans ce cas, Aurélie et Julien finissent tout de même avec un très joli capital de 1 82 330 euros. Sachant qu'avec 1 000 euros par mois investis pendant 24 ans, ils ont versé de leur poche que 288 000 euros. À cela, on peut ajouter donc leur résidence principale. À leurs 64 ans, elle sera intégralement payée. Et si l'immobilier progresse de 1% par an, c'est relativement conservateur, ce bien vaudra 445 000 euros. Donc en ajoutant leur résidence principale à leur investissement, ils seront à un total de 1 527 330 euros de patrimoine. Scénario 2, les marchés suivent la moyenne historique. Donc c'est le scénario médian. Là, eh bien, ça devient quand même encore plus sérieux. Leurs investissements sont à 1 546 000 euros. Et avec la résidence principale, on atteint 1 991 000 euros. Scénario 3, les marchés performent très bien. Le résultat de leur investissement est de 2 10 043 euros. Et avec la résidence principale, on atteint 2 455 000 euros. Maintenant, à 64 ans, Aurélie et Julien veulent se verser une rente, veulent se verser des revenus complémentaires grâce à leur capital. Et là, on va reprendre le scénario pessimiste et on va appliquer la règle des 3% de retrait. C'est une règle théorique, certes, mais qui donne une idée de combien Aurélie et Julien pourraient se verser tous les mois en ne retirant chaque année que 3% de leur capital et théoriquement donc sans jamais que leur portefeuille ne s'épuise. En fait, le capital prélevé sera compensé par les performances des investissements et ils pourront même augmenter ce revenu complémentaire de l'inflation chaque année. Et donc, à ce moment-là, ils obtiennent 2 705 euros supplémentaires chaque mois. C'est donc une belle deuxième retraite pour le couple. Ils pourront profiter de ce capital tout en ayant d'ailleurs leur retraite classique grâce à leur travail et à leur carrière. Uniquement d'ailleurs si le système des retraites en France existe toujours dans 24 ans. Et sachez d'ailleurs que si vous souhaitez faire vos propres simulations pour savoir combien il vous faut investir pour toucher X euros par exemple tous les mois ou dans combien de temps ce sera possible, vous pouvez utiliser notre simulateur Fire gratuit. Le lien sera dans la description. Alors, ce que je vous ai montré, évidemment, ce sont des simulations.
elles ne constituent pas des indicateurs fiables des performances futures. Elles ont uniquement comme objectif donc d'illustrer le mécanisme d'un investissement sur le long terme. Et évidemment, les résultats dans 24 ans peuvent être significativement différents à la hausse comme à la baisse des résultats présentés. Mais vous comprenez que donc pour Aurélie et Julien, il y a donc un sacré patrimoine, un sacré capital à créer. Et c'est pas juste des chiffres, c'est un écart en fait de liberté. Aurélie et Julien n'investissent pas pour devenir millionnaires. Ils investissent pour une chose essentielle, la tranquillité d'esprit. Le choix de ne plus faire confiance à juste un système de retraite incertain. Le choix de ne plus dépendre uniquement de cette source de revenus, donc du travail ou de la retraite versée par l'État. Donc vous savez désormais que le plus grand risque à 40 ans n'est pas d'investir, mais de ne rien faire. L'idée qu'il était trop tard avec un crédit, des enfants, etc., voilà, c'est plus une excuse. Il est temps d'agir, de reprendre le contrôle, de construire un avenir, votre avenir. Donc votre seule mission maintenant, c'est de passer à l'action. La première étape, c'est de vous former, de comprendre les risques, de comprendre les mécanismes, de comprendre les enveloppes. C'est la seule façon d'investir en toute confiance. Donc d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai créé une formation offerte sur le sujet. Ce sera le premier lien en description pour y accéder. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que j'aborde pour la prochaine vidéo Investir à 50 ans. C'était Mathieu de la chaîne S'Investir et on se dit à la prochaine. Si vous êtes plus jeune, que vous avez 30 ans, cliquez ici pour regarder mon guide complet pour bien investir à 30 ans.